Éric Vuillard, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter 14 juillet, à travers lequel vous nous plongez au cœur d'un des événements les plus célèbres de tous les temps, la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Alors il est porté par une écriture magistrale et nous raconte cet événement du point de vue de ceux qui y étaient, de cette foule immense, diffractée, à laquelle vous donnez des noms et des visages. Alors, cette journée du 14 juillet 1789, elle a déjà donné lieu à de nombreux récits, dont l'un des plus célèbres est sans doute celui de Jules Michelet. Mais alors que ces récits racontent cet événement en surplomb, vous, c'est au plus proche du peuple et de la foule que vous vous situez. Alors en quoi est-ce qu'il était important, voire essentiel, qu'un récit donne voix et nom à la foule pour cet événement en particulier ? C'est qu'au fond, le 14 juillet, justement, c'est la foule qui est présente et c'est elle qui est le protagoniste de l'histoire. Au fond, ce que nous racontent les relations du 19e, et pour des raisons qui épousent la cause républicaine que ces textes défendent, à savoir donc la geste du tiers-État, donc le rôle de quelques-uns qui sont des parlementaires n'est pas conforme aux faits. Le 14 juillet, il n'y avait ni instigateur, ni chef. C'est la foule qui s'est organisée elle-même et c'est elle qui a menacé la Bastille. Et de surcroît, je pense que c'est pour la littérature à la fois quelque chose qui lui vient justement de la Révolution du 19e que de faire entrer la foule dans le texte, dans le récit. Et puis c'est aussi il faut, je pense, enfin ça fait violence, disons, à la forme dont la littérature a hérité après la Révolution. Ça oblige à reconsidérer les choses, à raconter autrement, à chapitrer autrement. C'est difficile puisque l'instrument littéraire, au fond, qui a été élaboré dans des temps très différents des nôtres, n'est pas fait pour ça. Il est fait pour raconter la grandeur de quelques personnages qui sont en général, sous l'Ancien Régime, des gens empruntés à l'Antiquité, au fond, et qui sont des princes. Tandis qu'il faut donc tordre cet instrument de façon à le rendre, justement, comme vous le disiez, plus diffracté et à faire entrer la foule. C'est donc quelque chose d'assez jubilatoire quand on écrit de le faire, et puis là il se trouve que ça colle à l'événement. Alors toutefois, pour faire exister cette foule, pour lui donner chair, il fallait connaître cette multitude composite, pourrait-on dire, et ce, malgré le peu d'informations que l'on a sur chacun des protagonistes. Quelles ont alors été vos principales sources de documentation pour écrire ce récit ? Il y en a plusieurs, mais je résumerai. La principale, évidemment, ce sont des blocs d'archives, au fond, et qui sont surtout, essentiellement, des procès-verbaux d'une commission qu'on a appelée la commission des vainqueurs de la Bastille. Alors, cette commission contient 954 noms, avec aussi, très souvent, un métier, une date de naissance, une adresse. Et puis, on a sur certains, donc, de ces vainqueurs de la Bastille, quelques faits, des bribes, au fond, d'événements qui sont des lambeaux de la journée du 14 juillet qu'on peut essayer de recoudre. Et puis, il y a autre chose, c'est que cette liste est évidemment incomplète. 954 noms, ça fait peu par rapport à la foule innombrable qui était présente ce jour sous les tours. Et on sait que si on veut retrouver évidemment ceux qui ne se signalent pas quand on leur demande leur nom, prénom et leur adresse, ceux qui craignent de le faire, à savoir le petit peuple, les gens qui craignent l'autorité, c'est dans les archives de la police, celle du Châtelet, qu'il faut aller les chercher. Puisqu'en même temps qu'on célébrait le soir, que les notables contraints par l'émeute elle-même célébraient les émeutiers au soir du 14 juillet sur la place de l'Hôtel de Ville, la police continuait tout de même de battre les rues et d'arrêter tel ou tel pour un vol, etc. Et donc on peut retrouver dans les archives des traces de ceux qui n'ont pas laissé de traces par ailleurs, pas volontairement en tout cas. Alors, dans votre récit, tout commence le 28 avril 1789, le jour du pillage de la Folie Titon, le jour où la Révolution commença et où le peuple se mit à exister. Alors, comment cet événement s'est-il imposé pour débuter votre récit et dans quelle mesure est-ce qu'il est symptomatique du contexte dans lequel s'est déclenchée la Révolution ? Il faut toujours ouvrir un récit à un moment ou à un autre. L'histoire, finalement, commence toujours avant et plus tard, sauf que évidemment, quand on choisit un événement plutôt qu'un autre, on a tout de même des raisons fortes de le faire. En l'occurrence, l'émeute Réveillon a été une émeute très réprimée. 300 morts
parmi les émeutiers, ça fait beaucoup, et ces 300 morts ont laissé des traces dans la mémoire immédiate, évidemment, de ceux qui vont faire le 14 juillet, si bien qu'elle constitue en elle-même une force de souvenir immédiat qui, je pense, d'une certaine façon, arme les émeutiers le 14 juillet. Ils savent désormais que si l'émeute n'est pas victorieuse, que s'ils ne sont pas armés, que si ils ne réussissent pas à trouver des fusils et de la poudre, alors ils risquent une répression aussi sévère que celle de l'émeute Réveillon. Donc c'est l'une des raisons. Et puis l'autre aussi, c'est que cette émeute, notamment après coup, raconte deux histoires. Une première, c'est que nous avons une liste de ce qui a été saccagé par la foule pendant l'émeute chez Réveillon et chez Henriot, le marchand de salpêtre, qui lui aussi a subi comme ça un saccage de sa demeure. Et là, on a une longue liste, comme ça, comme une litanie d'objets, petite cuillère, mouchoir de madame, mouchoir de monsieur, les draps, etc. Tout ce qui a été détruit dans la maison, le mobilier, etc. Évidemment, c'est pour demander une forme de garantie liée à l'État qui va pouvoir rembourser en fait une partie des déprédations subies par les deux, ce qu'on appelle aujourd'hui les deux chefs d'entreprise que sont Réveillon et Henriot. Malheureusement, pour les 300 émeutiers, la liste n'est pas si complète. On n'a que quelques dizaines de noms. Et bien voilà, cette asymétrie-là, je crois que la littérature peut aussi tout d'abord la montrer, la faire voir, et puis peut-être pour une part la défaire en se penchant sur quelques-uns des cadavres de ces émeutiers dont nous avons les noms, les peu de cadavres dont nous avons les noms, afin de les incarner et d'en dire quelque chose. Alors le contexte dans lequel se déclenche la Révolution, on peut en dire quelques mots. La France est en banqueroute, le peuple crève de faim et connaît un chômage de masse. Et on ne peut pas s'empêcher de faire une analogie avec la situation actuelle de la France. Et vous le faites d'ailleurs dans votre récit. Alors dans quelle mesure est-ce que notre actualité a pu influencer ou peut-être modeler votre écriture de cet événement? Et est-ce qu'on écrit avant tout l'histoire du point de vue de son époque? On écrit toujours l'histoire au présent, on l'écrit toujours pris dans son temps. On ne peut pas écrire l'histoire d'une manière, disons, qui serait neutre, platonique, comme dans les astres. L'histoire, sont des événements qui, évidemment, ont eu lieu il y a fort longtemps, mais que nous regardons depuis un temps donné, avec son rythme, sa vitesse, ses préoccupations, son écriture, son style et ses inquiétudes. Donc voilà, c'est à partir de tout ça que j'écris l'histoire du 14 juillet. Donc évidemment, les choses que vous venez de citer, le chômage de masse, la dette de l'État, font pour nous relief. Enfin, elles ont tout de suite, aussitôt, une importance. On ne peut pas ne pas les voir quand on lit des livres sur le contexte social et politique de ce temps, alors que, sans doute, que pour Louis Blanc ou d'autres historiens du 19e, ces choses avaient moins d'importance et d'autres en avaient davantage. Alors 14 juillet, c'est véritablement un récit collectif, un récit à travers lequel une foule s'incarne grâce à une narration collective composée de figures singulières. Dire le collectif, ça n'a pas toujours été la préoccupation de la littérature. Est-ce que ce serait peut-être l'un des rôles de la littérature contemporaine, selon vous? Je pense que c'est au long cours le rôle que la littérature s'est donné depuis le début du 19e, mais pas... c'est l'un des rôles, pas d'une manière explicite évidemment, mais on voit tout de même très vite dans cette littérature, à la différence de la littérature d'Ancien Régime qui l'a précédée, on voit entrer le grand nombre en tout cas, on voit entrer les gens du commun, on voit entrer un fils de menuisier, Julien Sorel, on voit entrer un usurier, Gobseck, toutes sortes de personnages bigarrés qui forment le grand nombre, la foule moderne de la société donc du début du 19e siècle. Et puis on voit plus tard avec Zola entrer les masses ouvrières, les vendeurs et les vendeuses des grands magasins, enfin, et tout un tas de gens qui apparaissent dans la vie sociale, mais qui apparaissent aussitôt dans le roman, qui est le reflet de la réalité. Donc, si évidemment la technique littéraire, l'outil, si la littérature, même en elle-même, à certains égards, est rétive à la foule, si c'est une activité solitaire, et si elle est faite en principe pour raconter la vie de quelques personnages qu'on appelle les héros, malgré tout, il existe aussi un autre courant, je crois, plus profond et plus fort, qui l'entraîne au contraire vers le plus de réalité. Et le plus de réalité, c'est le grand nombre, c'est la foule, ce sont les gens ordinaires. Et c'est vers ça, je crois, que depuis 2 siècles, la littérature penche. Donc, d'une certaine façon, 14 juillet fait partie de ce mouvement.